pas son casque d'écoute. J'aimerais préciser que la Chambre sait que ce témoin a de la difficulté à lire. Les documents que nous avons sous les yeux maintenant ont été produits et reproduits. Ce n'est certainement pas de lui qu'émanent ces documents, Monsieur MacDonald. Certes, mais il a parlé d'un processus, d'un registre où l'on consignait ces informations. Le président poursuivant, oui, mais ce n'est pas lui qui a consigné ces informations. Il a effectivement parlé de ce registre, mais Monsieur MacDonald, il a peut-être pu voir ce registre. Euh, Lorsque vous arrivez en tant que visiteur dans les locaux de la Cour, vous voyez ce qui se passe. Lorsque vous remettez votre passeport ou votre carte d'identité, vous pouvez constater ce qui se passe. En tout cas, dans l'autre bâtiment, l'ancien bâtiment, l'on pouvait savoir ce qui se passait. Le juge président, oui, mais la question doit être générale. Monsieur MacDonald, bien sûr, bien sûr. My copy, we have a... Je pourrais remettre ma copie au témoin afin qu'il l'ait sous les yeux. Il s'agit de la page dans ce registre qui porte la référence 0088 1167. Je voudrais simplement savoir si le témoin est en mesure de reconnaître ce document. Maître O'Shea. Oui, certainement. Vous pouvez lui poser la question de savoir s'il reconnaît le document. Le président, j'ai été très clair avec le procureur, n'est-ce pas? Maître O'Shea, oui. Monsieur le témoin, juste la page de gauche, pas la page de droite, mais la page de gauche. Oui. Vous pouvez aussi tourner les pages pour voir si vous aviez déjà vu ce document avant. Vu ce document, dans Lorsque vous arrivez à la résidence Mhm, pour vous enregistrer, mhm. Monsieur, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Yes. Monsieur le Oui, allez-y. Président, de tourner la page de ce document. Nous pensons que le procureur interroge le témoin sur une date précise. Nous pensons qu'en tournant le document et en le parcourant, cela peut influencer les questions à venir puisqu'il y a des noms, je crois, de certains visiteurs. Qu'il reste donc sur la page concernée par sa question. Monsieur le témoin, reconnaissez-vous le document que vous avez devant vous? Est-ce que vous l'avez déjà vu avant? Bon, ces genres de documents, ce sont des registres qui se trouvent un peu partout dans les administrations, même dans les sociétés privées, au niveau des postes de police ou des postes de sécurité. Quand vous venez, c'est forcément qu'on va mentionner votre nom pour confirmer ta présence là et l'heure de rentrée, l'heure de sortie. Ces genres de documents, ce sont des registres, monsieur le procureur. Et ce registre, est-ce que vous avez déjà vu un registre comme ça à la présidence? Non, ces registres, si ça est au poste de police, nous, on n'a pas accès au poste de police. Nous, on n'a pas accès nous, on arrive là et c'est eux qui mentionnent. Ils sont dans une maison. Dedans, ils ont leur registre où ils ont leur façon de leur sécurité privée. Nous, on n'a pas accès à ce registre. Nous sommes des visiteurs. Très bien. Si je pourrais avoir le document, s'il vous plaît. Merci, monsieur le procureur.
Vous dites avoir été à la résidence, mais ne pas vous rappeler des dates. Oui. Vous avez fait référence à l'enregistrement de portables. Habituellement, combien de portables enregistrez-vous à la résidence? Moi, j'ai toujours des portables. Vous rappelez-vous d'être allé à la résidence le 6 février 2011 et d'être arrivé ou enregistré vers les 17h57. Et vous êtes resté, vous seriez resté jusqu'à 19h15. Oui. Monsieur le Président, c'est justement c'était cela la crainte en fait de l'équipe de défense. Vous présentez déjà un document au témoin, il regarde la date, il regarde l'heure et ensuite vous lui demandez. C'est une forme détournée en fait de suggérer des réponses aux témoins. Ce n'est pas normal. Le juge président, voyez-vous, ce que je ne comprends pas, c'est la chose suivante. Pourquoi vous ne présentez pas ce document par voie de requête aux fins de versement direct, c'est-à-dire une bar table motion, enfin, c'est ce que vous qualifiez de bar table motion, au versement direct au dossier. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, j'estime avoir le droit de procéder à un rafraîchissement de la mémoire du témoin lorsqu'il ne se souvient pas de la date d'une réunion, et ce, afin qu'il puisse s'en souvenir. Il est sous serment. S'il ne s'en souvient pas, il nous le dira, même si je rafraîchis sa mémoire. C'est un registre qui est comme un registre utilisé par une société. Et donc, je dois être autorisé à l'utiliser. Le président, pourquoi procéder à cet exercice qui consiste à rafraîchir la mémoire du témoin lorsque vous disposez d'un document de cette nature? J'ai de la difficulté à comprendre. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, nous sommes au début d'un long procès et j'essaie de comprendre. Enfin, c'est très simple. Moi, je suis d'une tradition juridique qui a ses propres règles. Moi, j'essaie de m'adapter à l'interprétation des règles qui est celle de la Chambre. Malheureusement, nous n'avons pas un règlement de procédure de preuve très détaillé qui prévoit tout cela. Au Canada, c'est codifié. Les règles sont claires et simples. Il y a des exceptions, vous les apprenez par cœur, et puis vous exercez votre métier d'avocat. Or, en l'occurrence, nous essayons de trouver un terrain d'entente pour savoir comment procéder. Et je crois que Maître Rocher, enfin, c'était le sens de sa question. Je comprends que la Chambre souhaite que j'achève mon interrogatoire pour que l'on puisse procéder et commencer le contre-interrogatoire. Je comprends cela. Seulement, voilà, je peux présenter une requête au fin de versement direct maintenant et dire écoutez, monsieur le témoin, vous avez vu ce registre dans la résidence, mais afin d'authentifier ce document, afin de lui attribuer une valeur quelconque, il y a d'autres façons de procéder. Le témoin 501, par exemple, a noté un document. Il y a des témoins qui étaient présents et dont les noms figurent dans ce document. Nous pouvons procéder par leur truchement pour authentifier le document. Il s'agit de l'exactitude du contenu et c'est ce que j'essaie de faire en même temps avec ce témoin. Donc, je fais toutes sortes de manœuvres, mais je m'en remets à vous. Si vous souhaitez que je présente ce document par voie de requête au fin de versement direct, je le ferai. Le juge président. Oui, vous pouvez poser des questions témoins, mais vous n'êtes pas autorisé à lui présenter des documents qui n'émanent pas de lui. C'est tout. Monsieur McDonald, d'accord. Le président, ce n'est pas lui qui est l'auteur de ce document, il a reconnu parce que c'est un document qui était au commissariat de police. Le procureur, oui, c'est ce qu'il a dit, mais à moins de lui montrer le document, je ne pourrais pas l'établir. Le juge,
N'empêche que vous lui avez présenté le document, il a dit oui, c'est un registre tel que ceux qu'on retrouve dans un commissariat ou dans une société, et c'est tout. Il n'a pas vu ce document en particulier. Monsieur MacDonald, oui. Le juge président poursuivant, oui. Et continuez à lui poser des questions en vous fondant sur les arguments que vous voulez, mais ne lui opposez pas le document comme tel. Monsieur le témoin, vous rappelez-vous qui était présent à la résidence le 6 février? C'est le jour de ma visite, là. Oui. C'est ce qu'il vous a dit. Je crois qu'il y avait l'ambassadeur, C'est quoi le nom de l'ambassadeur? M. Kipré. D'accord. Et je crois que ce jour, il a dû trouver la chanteuse Aïcha Kone. Vous avez... et vous rappelez-vous de d'autres personnes? Oui, je crois qu'il y avait deux autres personnes, je ne me rappelle pas bien. Ce jour-là, le président était très occupé. C'est pour cela que même je vous ai dit, j'avais duré. Et lui et moi, on s'est vu que 5 minutes et puis je suis parti. Vous rappelez-vous du nom de la personne Bernard que vous avez identifié lors de la célébration à la résidence du résultat des élections? La personne... Oui, son conseiller, là. Oui, vous rappelez-vous de son nom de famille? Non. Sinon, je le vois bien, oui. Est-ce que vous l'avez vu cette journée-là à la résidence? Oui, il était là, je crois. Donc, vous dites qu'il était là à la résidence? Je crois très bien. Et son nom de famille, vous en rappelez pas? Non. La rencontre qui a duré 5 minutes avec M. Gbagbo était à quel sujet? D'accord. Moi, j'étais venu pour le voir. Et comme il avait beaucoup d'audience, il était trop pris. Et moi, j'avais déjà trop duré, il faisait nuit. Lorsqu'il est sorti de son bureau, il m'a vu, je me suis arrêté pour le saluer. Et on s'est juste échangé. Comment tu vas? Je vais bien. Et vous, monsieur le président, ça va? Il dit oui. Je dis bon, comme il fait tard et que tu es très occupé, moi, je vais rentrer. Il m'a dit parfait, c'est bon. Et je suis rentré. Votre prochaine visite, vous rappelez-vous quand elle a eu lieu après cette première? Combien de jours après? Pour rencontrer le président? Peut-être une semaine ou deux, je ne me souviens plus. Vous rappelez-vous qui était présent au moment où vous êtes là, à la résidence? Ce jour-là, je n'ai pas duré parce que lorsque je suis arrivé, le président devait aller au palais de la présidence, au bureau. Je crois qu'il y avait des médiateurs ou des présidents africains qui devaient arriver. Donc, je n'ai même pas duré là, je crois, ce jour-là même. Et finalement, la troisième fois, vous rappelez-vous, c'était combien de jours après cette deuxième fois? Deuxième ou troisième, vous dites? Troisième. Troisième, je crois que c'était un soir là, c'était pas. C'était le commandant Djoa que j'étais allé voir. C'était pas le président ce jour-là. Mais comme le commandant Djoa se trouve avec le président, donc c'est tout à fait normal comme une visite du président, je crois. Mais sinon, c'était le commandant Djoa ce jour qui m'avait appelé de venir le voir. Et pourquoi est-ce qu'il vous a appelé pour venir le voir? Il a voulu juste avoir de mes nouvelles, me saluer. On a échangé justement pour ça. Et c'est tout? Je crois bien, hein? Je crois bien. Et je crois, oui, ce jour, je me souviens bien, parce que quand je devais partir,
Il m'avait fait un geste pour me dire que c'était pour mon essence. C'est pour cela. Quel geste qu'il vous a fait? Il m'avait donné un peu d'argent pour l'essence. Combien d'argent est-ce qu'il vous a donné, est-ce que vous en rappelez? Si je me rappelle bien, je crois qu'il m'a donné 3 millions. De francs CFA. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes à la résidence que vous vous rappelez à ce moment-là, lorsque vous avez rencontré le commandant Joie? Non. Parce que quand je suis arrivé net, il m'attendait, on s'est vu, et puis je suis parti. D'accord. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui est... Vous avez parlé de l'Union africaine. Oui. Vous avez parlé de l'Union africaine et vous avez mentionné qu'à un certain moment, c'était clair qu'il n'y avait plus d'issue diplomatique de possible. N'est-ce pas? Oui. À ce moment-là, ça a été quoi votre réaction? Ma réaction est toujours claire et toujours nette. J'ai toujours dit que dans l'intérêt même, j'ai toujours dit, ce que j'ai toujours répété, dans l'intérêt même de la nation et dans l'intérêt même de la Côte d'Ivoire, pour éviter ce qui est arrivé, je dis bien parce que personne ne s'attendait à ça, mais pour certaines personnes, moi personnellement, je savais que les choses allaient trop loin et que ça allait se passer de cette façon. Moi, mon souhait, ma solution, c'était que on se retire. C'était mon choix à moi qu'on se retire. À votre connaissance, à ce moment-là, lorsque la décision finale de l'Union africaine est rendue publique, est-ce que vous savez comment le président Gbagbo a réagi à ce moment-là, au tout début, Je peux pas savoir. avant la fin de la crise? Je ne peux pas savoir comment il a senti ça et comment il a agi. Ça, je ne peux pas savoir ça. Mais vous savez, personne ne peut accepter ça. Vous avez parlé, vous, dans votre témoignage antérieur, avoir rencontré l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Désiré Tagro, pour avoir une conversation avec lui. Oui, 2 fois même. Et c'était quoi le contenu de cette conversation que vous aviez avec lui? Pourquoi? Pour la première fois, lorsque j'avais appris qu'on devait enlever le gouverneur de la Banque ouest africaine de son poste, je suis allé discuter avec lui pour lui informer que ce que je venais d'apprendre, bon, tout gentiment, j'ai senti que comme si c'était rien, que c'était pas possible. Il m'a fait savoir que c'est pas possible, qu'on peut pas. Il y a des règles dans les choses, qu'on ne peut pas enlever le gouverneur, M. Dakouri. Non. Hein, qu'on ne pourrait pas l'enlever, tout ça. Donc moi, j'ai senti à eux qu'il il était tranquille et il avait confiance. Donc moi, je suis parti, mais la deuxième rencontre, lorsque l'Union africaine avait décidé de faire venir, la CEDEAO, l'Union africaine a décidé de faire venir les militaires pour venir déloger le président Gbagbo par la force. Moi, je suis allé discuter encore avec lui, paix à son âme, que son âme se repose en paix. Je suis allé discuter avec lui de ce sujet qui était très important. Parce que je ne voyais pas quel est l'issue que nous pouvons utiliser et comment on allait s'en sortir. Mais comme c'est eux qui étaient dans le sommet de l'État, peut-être ils avaient... Mais on a discuté, il m'a fait savoir que l'Union africaine ne pourrait pas envoyer des militaires en Côte d'Ivoire pour déloger les gens et que ce n'était pas possible. Donc il y avait une question de confiance. Il me donnait la confiance que de rester, que de suivre l'évolution de la chose et que ça va bien se passer. Moi, je pouvais que lui faire confiance puisqu'il était d'abord ministre de l'Intérieur et après il était dans le directeur, il était conseiller à la présidence. Donc, je pouvais suivre ce qu'il m'a dit. Mais moi, j'étais très inquiet.
Puisque moi, vous me permettez, monsieur le procureur, comme je l'ai dit ici, je savais déjà ce qui se préparait de l'autre côté pour l'arrivée sur Abidjan pour déloger le Gbagbo. Et je savais que c'était très, 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 très risqué, c'était pas bon. Donc, M. Tagro était un poste à la présidence, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il a été question, à votre connaissance, durant cette période, d'une démission de M. Gbagbo? Bien, monsieur le procureur, je vous remercie pour cette question très capitale, très importante. Comme le président, Dieu merci, lui-même, il est là. Moi, à mon connaissance, je vous explique qu'il s'agissait, je crois, du mois 11 mars. 11 mars. Lorsque j'étais au secrétariat du directeur du cabinet, chez Dr Issa Malik, le directeur du cabinet adjoint du président de la République, j'ai regardé le journal parler. Lorsque on a eu une information de communiqué de la présidence qui disait que son excellence, le président Laurent Gbagbo, devait parler à la nation à 17h le soir. Nous tous, on a été surpris par cette communiqué. C'est là que je suis sorti du bureau du secrétariat et j'avais rencontré son conseiller dans le couloir qui m'avait dit qu'il devait corriger certains discours pour le président qui doit s'adresser le soir à la nation. Et que moi, je lui ai dit, c'est surprenant que ça passe. Il me dit, je pense que le président va prendre une décision. Il va prendre une décision. Je dis, ah bon, il va prendre une décision. Il dit, ok. Donc, je vais aller travailler et puis on se verra. C'est ainsi, je crois bien, comme lui-même il est là, si ce qu'il est dit, ça peut me contredire. Arriver une délégation, un cortège où il y avait la première dame, il y avait aussi, je crois, Abdourahmane Sangaré. Puisque moi j'étais là, je les ai vus rentrer. Et il y avait d'autres cadres, d'autres barons même du FPI. Et ce qui, moi j'ai attendu, puisque je n'étais pas dedans dans cette réunion, j'ai attendu qu'ils étaient venus pour acquérir, à savoir comment ça fait que le président annonce une décision aussi importante ou un communiqué important en disant qu'il va parler à la nation le soir à 17h et qu'ils ne savent pas quel est le contenu. Donc si le président pouvait, ils vont se retrouver en urgence pour prendre des décisions et savoir ce que le président va dire à la nation. C'est ainsi, je crois, ils sont partis. Et moi-même, ce jour-là, je l'ai suivi. J'étais avec quelqu'un, je l'ai suivi, on est allé. Je suis arrivé, je crois, 30 minutes avant, et ils sont arrivés avant moi, 30 minutes ou 45 minutes après que moi je suis arrivé. Et c'est là, j'attendais au poste de police et les gens nous disaient que nous, on ne peut plus avoir accès comme ça pour venir voir le président et que si on devait venir là pour voir le président, tout ça, il faudrait qu'on passe forcément par le commandant CK qui est le garde rapproché de madame et que tout devait passer par madame. Même quand les journalistes veulent interviewer le président, doit passer par madame, c'est elle qui donne son OK. Même les ministres aussi. Moi, j'étais personnellement très touché et très blessé parce que c'est comme si c'était un coup d'État contre le président. J'ai même dit à mon ami, mais c'est comme si on mettait le président à résidence surveillée et que c'est un coup d'État. Et ça veut dire qu'il ne sera plus, c'est pas lui qui va gérer. Ce que je viens de dire, lui-même, il est là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la nation ivoirienne voudrait savoir quel était le discours du président. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde se pose la question. Donc, je pense que voici ce que moi j'ai appris et voici ce qui s'est passé. Ce que j'ai appris et ce qui s'est passé.
excusez-moi, je vais vous de poser des questions de précision avant d'adresser la Chambre. Est-ce que, effectivement, il y a eu une annonce à la nation ce soir-là de la part du président Gbagbo? Non. Est-ce qu'il a été annoncé de quelque manière que ce soit? Est-ce qu'on est revenu à la RTI sur cette annonce? Oui, pas le même jour, je crois. Le lendemain ou 2 jours après, il y a eu le porte-parole d'abord, M. Dambolo. Aoua Danmelo? Merci. Merci, M. le procureur. Est venu, puisqu'il était le porte-parole, est venu annoncer que le président va plus s'adresser à la nation. Et il a fait son discours. Très bien. Alors, Your Honor, Please, Monsieur McDonald, Monsieur le Président, j'aimerais faire diffuser une vidéo qui fait l'objet d'une objection. Elle a été communiquée en vertu de la règle 77. Il s'agit de la vidéo CIV OTP 0069 0369 qui a été communiquée dans l'affaire principale le 19 juin 2015. C'est une vidéo émanant de la RTI. Et pratiquement toutes ces vidéos ont été labellisées incriminantes, à l'exception, entre autres, de celle-ci. Il y en a quelques-unes qui font exception. Mais je crois comprendre que le règlement prévoit une certaine flexibilité. Et si je ne me trompe, ceci, en vertu du paragraphe 43, il est autorisé, je ne sais pas s'il faut le faire par présentation d'une requête officielle, c'est la raison pour laquelle je suis en train de m'exprimer devant vous et de vous demander votre avis quant à la façon de procéder dans le prétoire. Mais en tout cas, right? Le président 0369, c'est bien ça? Monsieur McDonald, oui. Maître Oshie, je peux peut-être apporter mon concours. Monsieur McDonald, je préférerais en terminer, Maître McDonald, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, de situer le débat qui se déroule en ce moment par rapport à l'Union africaine, par rapport à l'appel à la nation, qui effectivement n'a pas eu lieu. Et cela situera le témoin dans le temps, dans l'espace. Cela permettra également à la Chambre, bien sûr, de mieux s'y retrouver. Cette vidéo est un extrait qui dure moins de 2 minutes. Et c'est le porte-parole du gouvernement, M. Awa Dambelo, qui est à l'origine de la possession de cette vidéo. Je vous demande un instant, je vous prie. Unfortunately, we don't have... Malheureusement, nous n'avons pas de transcription liée à cette vidéo, mais en tout cas, elle a été montrée à la RTI, Monsieur le Président. C'est un renseignement supplémentaire. Please, the defense. Le Président, la Défense. Donc, si je comprends bien, l'accusation veut utiliser une vidéo, un document qui ne figure pas sur la liste de preuves, sur sa liste de preuves. Donc, on est bien d'accord.
Monsieur le Président, Madame, Monsieur, la position de la défense est simple. Le procureur ne peut pas utiliser cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il ne peut utiliser d'éléments que ceux qui sont portés sur sa liste de preuves. Premièrement, si un document n'est pas porté sur cette liste de preuves, il doit au préalable demander son ajout au préalable, avant d'essayer de mettre la Chambre et les parties devant le fait accompli. Il doit au préalable demander son ajout sur la liste de preuves. Et il ne peut pas le faire en audience. C'est la lettre et l'esprit de la décision qui avait été adoptée par votre Chambre sur la conduite des débats. Pourquoi? Parce que le débat doit être contradictoire. Ça veut dire que la défense doit pouvoir se préparer. Elle doit pouvoir analyser les documents, elle doit pouvoir les vérifier, elle doit pouvoir penser à la manière de les utiliser. Elle doit donc être informée avant. Sinon, elle est mise devant le fait accompli, il ne peut pas y avoir de débat contradictoire. C'est une violence qui est faite à la défense. Et pourquoi cela? Parce que la charge de la preuve incombe à l'accusation. C'est donc à l'accusation de préparer son cas, de le présenter de manière à ce qu'il puisse y avoir un véritable débat. Nous sommes dans un cas typique. Pour une raison ou pour une autre, il ne peut pas y avoir de débat. Donc, nous objectons à l'utilisation de cette vidéo. Je souligne d'ailleurs, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, que l'accusation ne demande même pas l'utilisation de cette vidéo au début de l'interrogatoire du témoin, mais en plein interrogatoire, quasiment à la fin de l'interrogatoire du témoin, ce qui est encore plus impossible et plus difficile à gérer pour la défense. Alors, ça nous pose un problème. Plus exactement, ça nous... The prosecutor, you mean? Le président, vous voulez parler du procureur qui n'a pas demandé à l'utiliser? Parce qu'au compte rendu en anglais, il est écrit que c'est la défense qui n'a pas demandé. C'est une erreur de l'interprète de cabine anglaise. D'accord. Alors, c'est la deuxième chose qui est importante pour nous, c'est l'utilisation, et c'est une bonne occasion pour en parler, d'un certain nombre de documents qui se révèlent incriminants, mais qui ont été utilisés ou présentés par l'accusation sous la règle 77 ou autre. On a un problème avec ça. Pourquoi? Parce que le procureur a eu presque 5 ans pour enquêter et pour préparer son cas. C'est beaucoup. Et donc il doit savoir si un élément est à charge ou pas. C'est impossible qu'il ne le sache pas après 5 ans. C'est pour ça que ça nous pose un problème. Parce qu'il le sait. Vous comprenez? Donc c'est la manière dont on utilise ici les règles, ou plus exactement dont on les détourne, qui nous pose un problème. Alors, comment régler l'affaire? Le problème ici, troisième problème, c'est que le procureur avait mis cette vidéo, et je crois d'autres éléments, sur la liste des documents qu'il pouvait utiliser, ou qu'il comptait peut-être utiliser. N'est-ce pas? Et nous avions, me semble-t-il, répondu, ou plutôt souligné. Nous avions envoyé un email à la Chambre pour souligner que la question se poserait. Alors, n'est-ce pas le bon moment de décider, une fois pour toutes, que le procureur ne peut utiliser comme élément lors d'un interrogatoire que ceux qui sont portés sur sa liste de preuves, au moment où il fait cette demande, ou au moment plutôt où il envoie
aux équipes de défense la liste des éléments qu'ils comptent utiliser lors de l'interrogatoire. Parce que sinon, on va se retrouver toujours dans le même cas de figure. Donc il nous semble qu'une décision sur ce point serait utile. C'est à cette condition qu'il pourra y avoir un véritable débat, que l'interrogatoire pourra être mené sans heurts, par conséquent le contre-interrogatoire aussi, et c'est à cette condition, parmi d'autres, que la procédure pourra se dérouler de façon harmonieuse. Je l'ai dit, je le précise, au cas où il y aurait eu un doute, il est pour nous impossible que le procureur dépose des demandes d'ajout sur sa liste de preuves en cours d'audience, enfin en cours d'interrogatoire et même au début de l'interrogatoire. Parce que l'on prenne cette affaire comme l'on veut, de la manière que l'on veut, quel que soit l'angle de vue, il s'agit au final de placer les juges devant le fait accompli. Et ce n'est pas possible. En plus, ça ralentit la procédure, parce que ça oblige la défense à intervenir, peut-être demander une suspension d'audience à chaque fois, enfin, on n'en sort pas. Alors, puisque nous en parlons, et pour essayer d'accélérer, enfin d'avoir une vision complète des problèmes qui peuvent se poser dans un tel cas de figure, je note que le procureur, en réponse à notre email, dont je parlais tout à l'heure, notre email datait du 4 mars 2016, et le procureur a répondu le même jour, si je ne me trompe pas. En réponse à notre email, il indiquait avoir mis sur sa liste d'éléments qu'il pourrait utiliser lors de l'interrogatoire de ce témoin des éléments qu'il savait déjà ne pas vouloir utiliser. Alors, c'est un peu difficile à comprendre, mais il doit y avoir une raison. Une telle pratique, de notre point de vue, ne peut pas être autorisée par votre Chambre. Si la porte était laissée ouverte à un tel procédé, cela permettrait au procureur de potentiellement noyer la défense sous une quantité énorme de documents, affectant la capacité de la défense à se préparer dans de bonnes conditions. Il nous semble important que le procureur ne porte sur sa liste que les éléments, les documents qu'il compte vraiment utiliser. En définitive, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, il s'agit, pensons-nous, de faire respecter strictement la décision sur la conduite des débats afin que la défense puisse se préparer, que sa capacité à se préparer, sa marge de manœuvre, si vous voulez, ne soit pas atteinte. Plus précisément, nous demandons à la Chambre que le procureur ne mette sur sa liste des documents qu'il compte utiliser lors de l'interrogatoire d'un témoin que ceux figurant déjà sur sa liste de preuves, ça c'est un premièrement. Deuxièmement, que toute demande d'ajout d'un élément de preuve sur sa liste de preuves soit déposée suffisamment d'avance dans le respect des procédures prévues à cet effet, afin de permettre à la défense de se préparer dans de bonnes conditions. Troisièmement, que le procureur n'inclut dans sa liste de documents en vue de l'interrogatoire d'un témoin
que ceux qu'il sait devoir ou pouvoir être utilisés. Mr. Knopf. Le président. Maître Knops. Monsieur le Président, nous avons plusieurs objections à présenter, mais sur des bases peut-être un peu différentes de celles que vous venez d'entendre. La Chambre a ordonné à l'accusation de communiquer tout document qu'elle voulait utiliser à la date du 13 juin de l'année dernière. Qui était la date limite. Comme les juges de la Chambre le savent, 10 réglementations ont été soumises par la suite et sont entrées en application par la Chambre. Ce qui nous place une nouvelle fois dans une situation bien connue de la défense, à savoir qu'elle se trouve confrontée à des documents qui ne figurent pas sur la liste des éléments qui auraient dû figurer dans la liste du 13 juin. Donc, Monsieur le Président, ce que je suggère, c'est de se pencher sur la règle 43, en vertu de laquelle les parties peuvent demander l'autorisation d'ajout de documents qui ne figuraient pas sur la liste et que la Chambre devrait chercher un remède à l'application du paragraphe 45. À mon avis, cette vidéo ne devrait pas être admise à un moment aussi tardif. Je vous remercie. Le Président, merci Maître Knops. La représentante légale des victimes, Maître Massida, nous n'avons pas d'observation, Monsieur le Président. Le Président, eh bien, l'heure de la pause déjeuner est arrivée. Donc, je propose que nous partions pour cette pause déjeuner et que nous reprenions nos débats à 15h15 pour une nouvelle partie de l'interrogatoire de ce témoin qui, j'espère, sera la dernière. Merci.